Let's be queer. Vous aimez écrire? Vous aimez chanter? Vous aimez faire de la musique? Vous aimez lire? Vous avez une passion dans la vie qui vous fait vibrer? Vous avez aussi une personnalité, un auteur, une œuvre, je ne sais quoi, qui vous fait vibrer et vous avez envie de la partager ou de le partager avec nous. Vous avez aussi envie peut-être de discuter de votre parcours de vie ou d'en découvrir d'autres à travers ce podcast. Eh bien, Let's Be Queer, c'est tous les mois des interviews, des témoignages, des coups de cœur, des coups de gueule, faits par des personnes queer pour des personnes queer ou alliées. Et j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, dans Let's Be Queer, je reçois Alex, 30 ans, qui a été diagnostiqué il y a 1 an avec un trouble de l'attention. Donc pendant 40 minutes, on discute sur le sujet, sur ce qui l'a amené à aller chercher ce diagnostic et quel impact ce diagnostic a sur sa vie, comment il le vit lui et comment on réagit ses proches. Et puis on parle aussi de plein de choses encore. Donc voilà, j'espère que vous aimerez et je vous souhaite une bonne écoute. Donc du coup, Alex, bienvenue sur Let's Be Queer. Merci à toi d'avoir bien voulu être interviewé aujourd'hui. Donc si je me souviens bien, c'était pour ton trouble d'attention. Je sais pas s'il y a de l'hyperactivité avec ou pas. Oui, mais je pense que ça se voit moins, ou je m'en rends pas compte. D'ailleurs, c'est un sujet intéressant à aborder, Ouais. si ça se voit ou pas. Du coup, peut-être te présenter brièvement aux auditeurs. Ouais. Je sais pas ce que je peux dire, donc je m'appelle Alex, j'ai 33 ans, je suis gay. Après, mon identité de genre, elle est pas forcément carrée, enfin, elle est plus fluide, je dirais. Euh, Enfin, j'ai été diagnostiqué récemment un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et du coup, je dois en fait assumer une nouvelle identité, euh, en fait, de personne neurotypique, si je puis dire. Et en fait, c'était un peu comme, je sais pas comment dire. Euh, c'est un peu comme redevenir gay. Comme refaire son coming out, en fait, c'est ça. C'est parce que ça doit pas. Enfin, j'imagine que du coup, oui, t'as été diagnostiqué assez à 30 ans, quoi, du coup. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur le trouble en lui-même, pour ceux qui connaissent pas trop ce que ça pourrait Ouais, être? carrément. Donc, je vais leur expliquer comme la dame qui m'a diagnostiqué me l'a expliqué, parce que je trouve que c'était assez bien. J'ai jamais trop osé lire des choses sur internet parce que j'avais peur Ouais. après de m'embrouiller. Tu peux jamais trop faire confiance. Peut-être je pourrais commencer par la démarche que j'ai faite. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un rendez-vous au centre de ressources pour l'autisme Mhm. à Lille. Et en fait, il faut savoir que dans le public, il y a une liste d'attente de 3 ans Ouais. pour se Ouais. faire Et ouais. Et je me rappelle à l'époque, il y a un pote qui m'avait dit, mais j'ai une copine, elle te le fait pour 300 €. Dans le privé, ça implique. Et donc du coup, j'avais quand même... Enfin, c'est bizarre parce que du coup, on voit quand même que du coup, il y a 3 ans, je me posais des questions. Puisque j'ai quand même en fait pris ce rendez-vous. Mhm. Je pense on avait dû me traiter d'autiste une fois de trop ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais. ça a un peu commencé comme ça. Et du coup, en fait, j'y pensais plus du tout quand j'ai été rappelé, 3 ans plus tard. Enfin, j'étais dans une toute autre période de ma vie. Et,
donc oui, effectivement, quand j'y allais au début, c'était pour me faire diagnostiquer peut-être éventuellement Asperger. Et en fait, c'est comme ça que la dame, enfin, je sais pas comment dire, la docteure, la psy, elle m'a en fait présenté les choses, m'a d'abord expliqué en fait que j'étais pas autiste. Elle m'a fait un diaporama, un PowerPoint. Alors voilà, en fait, un autiste c'est ça, et c'est pas vous. Voilà. Euh, Elle dit bah en fait vous parlez avec les mains, vous avez un contact visuel et tout. Enfin elle dit bon, c'est beaucoup de choses que les autistes ne peuvent pas forcément faire. Elle dit par contre il y a le petit cousin de l'autisme qui s'appelle le trouble de l'attention, l'hyperactivité. Et en fait là tout doucement elle m'amenait en fait progressivement au truc en fait. C'est très pédagogique. Je sais pas, elle a peut-être peur que je pète un plomb, je sais pas. Et elle me disait oui voilà alors la personne qui a un trouble de l'attention, bah elle doit faire plus d'efforts que les autres pour se concentrer. Donc elle est plus vite fatiguée. Et du coup, elle peut avoir un sentiment d'injustice parce qu'elle a l'impression de travailler beaucoup et qu'elle mérite. Je me dis, ah tiens, c'est marrant, oui, ça me ressemble beaucoup. Et après, elle me disait, oui, donc du coup, il y a un trouble de l'émotion aussi. Par exemple, on va être impulsif. Ça va pas faciliter le relationnel avec les autres. Ce qu'elle m'avait dit encore. Euh, Bah voilà, c'est ça, c'est un peu. La personne ouais, qui a un trouble d'attention d'hyperactivité, elle a besoin d'être stimulée aussi. Et parce qu'effectivement, moi, au début, je me disais, mais je suis pas hyperactif, je suis pas comme les gamins qui Ouais. ont la jambe qui bouge et tout. Enfin, moi, j'avais un peu la caricature, comme tout le monde, je pense. Et, mais non, mais en fait, la personne qui a un TDAH, je sais pas si on dit comme ça, euh, elle a besoin d'être tout le temps stimulée pour rester Ouais. présente. Et du coup, ça expliquait pourquoi j'avais réussi dans mes études. C'est parce que du coup, je lisais beaucoup pour me garder réveillé, parce que sinon, en fait, je m'ennuyais très vite. Et en fait, ça a joué en ma faveur, mais ça joue pas forcément en la faveur de tout le monde. J'ai par exemple un copain qui a un TDAH aussi, et il a pas pu faire des études à cause de ça. Donc c'est pas forcément toujours un super pouvoir. Ça dépend, enfin, on n'a pas tous des cerveaux pareils, et du coup, on n'a pas deux pareils non plus. Et puis ça doit dépendre aussi, à mon avis, il doit y avoir aussi certains niveaux. Enfin, je pense que. Enfin, je vais prendre l'exemple de l'asthme parce que je suis asthmatique, mais enfin, moi je suis asthmatique sévère, il y en a qui sont modérés, il y en a qui sont. Donc je suppose que ça doit s'appliquer aussi à ce trouble-là, en fait, quelque Moi, part. j'aimerais, parce que peut-être il vaut mieux le voir comme un spectrum à Ouais. l'horizontale que comme quelque chose d'horizontal avec des formes plus ou moins graves. Parce que du coup, j'imagine qu'après ça hiérarchise les gens un peu. Enfin, Ouais. je pense que il y a notamment par internet, j'ai communiqué avec d'autres personnes qui ont aussi un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et j'étais en train de me lamenter parce que je disais, mais en fait, moi, je suis limité en fait. Mon cerveau, il est limité par rapport à ceux des autres. Et voilà ce que je suis en train de découvrir. Et il y a un mec qui m'a dit, non, non, moi, je vois pas du tout le monde comme ça. Je considère que c'est la société qui est pas faite comme il faut, en fait, et qu'on a juste des cerveaux qui fonctionnent différemment. Perso, je suis toujours pas convaincu, mais quand même, je suis encore en plein. Regarde, donc c'est normal que je sois encore en plein process. Et du coup, oui, tu as fait ce diagnostic-là. Bah, tu disais que tu as attendu 3 ans, si je me trompe bien. Si je me trompe pas, pardon. Et que du coup, en fait, c'est vraiment quelque chose en toi qui t'a poussé à le faire ou tu t'es. Comment. Je pense que c'est vachement intéressant parce que je pense que c'était vachement plutôt euh, à cause de personnes extérieures. C'est-à-dire des gens en fait qui me disaient mais tu serais pas un peu autiste toi en fait. Mais jamais il a été question du TDAH en fait. C'était toujours autisme ou Asperger. Enfin, mais c'est juste une manière, je pense, générale. Je pense que je faisais ça aussi comme tout le monde, de mettre dans une même case en fait tous Ouais. les personnes neuroatypiques. Comme on connaît pas grand chose d'autre, bah on leur fait ça. Et il y a pas de. Ce qui est drôle, c'est que ce diagnostic, ça m'a obligé à voir les choses en face. Parce que je pense que je me voilais vraiment la face pendant toutes ces années. J'ai regardé en arrière, j'ai repassé les 10 ans qui s'étaient écoulés, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que je faisais des trucs et je disais des trucs super bizarres. Donc, et, euh, et du coup, là, ça m'a fait ces 6 derniers mois, enfin non, maintenant ça fait quasiment un an, ouais, ça doit faire un an maintenant que je suis diagnostiqué. Euh,
j'ai énormément réfléchi sur tout ça. Euh, Enfin, j'ai toujours pas fini de me questionner, hein. Ouais. Mais par exemple, une des questions que je me pose, c'est mais à quel point en fait tu le savais pas déjà et Ouais. tu t'es pas voilé la face. Bah, un peu comme un homosexuel, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, à quel point tu l'as refoulé, à quel point en fait tu voulais tellement pas être dans cette identité. Peut-être parce que déjà ta maman elle voulait pas que tu sois Ouais. dans cette identité. Ouais. Parce que je me rappelle en fait que ma mère, par rapport à ma scolarité, était vachement nerveuse. Elle était vachement attentive. Et je me dis après coup, mais en fait, elle avait vu qu'il me manquait une case. Et elle faisait en sorte que ça marche pas. Et en même temps, elle a jamais voulu l'admettre. Toujours, là encore, elle est perplexe. Elle refuse le diagnostic. Ouais, bah, c'est comme tout, je crois que les parents, ils ont beaucoup de mal à prendre les diagnostics, quels qu'ils soient. Enfin, moi, je sais que quand j'ai été diagnostiquée avec une dépression, mes parents, ma mère l'a pris pour elle, carrément, en disant que c'était elle le problème, tu vois. Donc, alors que non, en fait. Mais du coup, ouais, je pense qu'en fait, ils essayent tellement de qu'on soit. Ils sont tellement dans l'objectif qu'on soit heureux, qu'on réussisse et tout, qu'à mon avis, ils se voilent un peu la face des fois, même s'ils voient des choses, ils essaient de nous protéger. Et je pense qu'après, du coup, Ouais, je comprends. bah, du coup, pour toi, ça a pas dû être aisé non plus, du coup, enfin, je pense aussi que la manière que tu disais que c'était très pédagogique, je pense aussi que c'est parce que, à mon avis, il y a certaines personnes qui doivent J'imagine. assez mal le prendre, parce que, comme tu Je disais, dis, c'est... elle pensait peut-être que j'allais jeter les cubes contre le mur ou je sais pas. Ah non, mais je pense que c'est aussi... on est dans une société où les maladies mentales sont vraiment Mal vu, ouais. mal vues, les troubles mentaux aussi, enfin, que ce soit le trouble de l'autisme, le trouble de l'hyperactivité, tout ça, c'est très mal vu par rapport aux maladies. Enfin, tu te casses une jambe, tout le monde va te plaindre, t'es en dépression ou t'as un trouble d'hyperactivité, ça va pas être le même genre de réaction. Enfin, tu vas être vite catalogué en fait. Donc je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent assez mal réagir et je pense aussi que enfin, tu t'es aussi construit sur le fait que bah non, tout allait bien enfin tout va bien parce que le trouble de l'hyperactivité c'est pas non plus enfin voilà quoi, mais c'est tu t'es quand même construit sur cette identité, enfin sur Ouais. le fait Une que tout identité allait valide bien, en fait. Ouais, pardon, je t'ai coupé. enfin que tout allait bien et que voilà, t'avais pas de problème et que en plus, enfin, tu me disais ce qui t'a poussé, c'est vraiment les remarques des autres entre guillemets. Donc c'est vrai que bah parfois ça doit faire un choc quoi, enfin de savoir bah t'as ça, voilà. Bah, je pense que je suis toujours pas sorti du choc. Enfin, je pense qu'en fait, encore 12 mois après, je suis encore en train de le digérer, ouais, clairement. Euh, voilà. Mais du coup comment ça, est-ce que du coup qu'est-ce que ça a changé entre guillemets, enfin est-ce que du coup t'as essayé tu me disais que t'en as parlé à d'autres personnes sur des réseaux. Est-ce que tu as fait d'autres démarches du genre, je sais pas, moi je sais que pour ma part, comme je suis en pleine question identitaire, je me rapproche aussi de livres qui peuvent parler de ça, enfin de séries ou quoi. Du coup, est-ce que toi, tu... Alors, c'est plutôt rétrospectivement, je me rends compte que j'ai toujours. Enfin, genre, c'était avec mon ex, je crois. On regardait des films, mes films préférés quand j'étais ado. Et c'était bizarre en les revoyant avec lui. Je me disais, tiens, à chaque fois, dans le film, il y a un garçon neuroatypique. Il était vraiment curieux. Enfin, tu vois, une fois adulte, j'avais enfin le recul nécessaire pour me dire, ah, c'est vraiment. Dans le film Never Let Me Go, par exemple, le garçon dont est amoureuse l'héroïne, il a un peu des traits, effectivement, enfin, neurodivergents, quoi. Ou alors, c'est dans Le Monde de Charlie, avec Ouais. Emma Watson, qui a joué dans Harry Potter. Bah, pareil, le personnage principal, en fait, en réalité, il a des traits neurodivergents, quoi.
Mais en fait, j'avais des coups de cœur pour ces films quand j'étais ado. Et en fait, une fois adulte, je les revoyais, je me dis, mais bah en fait, il y a un truc, enfin, c'est pas un hasard si à chaque fois. Là actuellement, enfin comme je te disais, je sais pas trop, par exemple, me documenter, aller sur internet, parce que j'ai peur en fait après, que c'est un peu comme un horoscope, tu finis par croire tout ce qui est Ouais. écrit. Et je pense que je suis très sensible à ça, c'est pour ça que je pense que pour moi en tout cas, dans mon cas, vaut mieux pas trop le faire. Euh, mais, mais en fait, justement, c'est ça la question. Euh, Enfin, une des questions que ça a posé, c'est mais en fait, est-ce que tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'était déterminé par ça? Mm. Par exemple, effectivement, un des gros changements qu'il y a eu, c'est par rapport au travail. J'ai toujours été hyper investi dans ma carrière. J'ai une très belle carrière pour quelqu'un de très jeune. Mais en fait, j'ai dû faire déjà 3 burn-out. Enfin, j'en ai fait 2, j'en prépare un troisième. Et là, en fait, depuis que j'ai été diagnostiqué, je commence à me demander, mais pourquoi tu fais tout ça? Ça n'a aucun sens, en fait, de s'investir à ce point dans le travail. Faut en point de s'épuiser, de se rendre malade. Et je me dis, mais en fait, t'avais quelque chose à prouver, peut-être. Tu savais que t'étais un peu, enfin, limité. T'avais cette impression d'être limité, en tout cas par rapport aux autres. Et du coup, t'as tout fait enfin, Pour pour prouver quelque chose. comment on dit ça? Pour ah, j'ai perdu le mot. Pour c'est pas surmonter, mais c'est genre un synonyme de combler, enfin pour Compenser. compenser, voilà, pour compenser ton Ah, j'ai trouble. ouvert compenser, je pense, jusqu'à 33 ans. C'est ça le truc. C'est que comme j'étais dans une identité de valide, et pas de. Euh, donc je me persuadais de ça. Et en fait, je fais plein de trucs pour compenser et je me rendais pas compte avant que c'était pas normal. En parlant justement avec un mec trans qui est aussi TDAH, il disait, moi je mets toujours les trucs en évidence pour me rappeler en fait des choses. Et je me dis, ah bah ouais, je fais pareil. Mais j'ai fait ça depuis toujours et j'ai jamais cru que c'était. Même maintenant, maintenant je me rends compte que ça fait Alzheimer. Mais j'avais jamais réfléchi à ça comme un truc anormal. Je pensais que tout le monde faisait pareil. Euh, et effectivement, j'ai dû compenser de plein de manières comme ça, en fait, en trouvant des astuces pour rester concentré, pour ne pas oublier les choses, etc. Mais je parlais du travail, je me demande même enfin, quel effet ça a eu sur ma vie amoureuse. Par exemple, est-ce que c'est ce besoin de stimuler d'être stimulé qui faisait que je passais d'un partenaire à l'autre. Enfin, ça pose plein de questions. Et en même temps, voilà, on va pas non plus peut-être aller trop loin en se disant, bah en fait, ça a tout Ouais. déterminé non plus, quoi. C'est un peu là-dedans que je suis en ce moment, quoi, à essayer de trouver mon équilibre par rapport à ça. Ouais, t'essaies d'accepter le diagnostic tout en évitant d'être dans le déterminisme en te disant le TDA ça a tout déterminé. Enfin, je pense que ça a dû déterminer des choses, comme tu dis. Enfin, je pense aussi que le travail, c'est. Je pense que le burn-out, peut-être que tu cherchais juste à être stimulé en permanence, en fait. Peut-être que du coup. Après, je suis pas spécialiste dessus. Enfin, je suis pas spécialiste du tout là-dessus, mais. Mais c'est effectivement un bon point de vue auquel j'avais pas pensé. J'y avais jamais pensé, en tout cas sous cet angle-là. Et effectivement, c'est juste. Et du coup, enfin, ça fait 12 mois maintenant, c'est ça? Un an que t'as. À peu près, ouais, ça doit faire 1 an maintenant que je suis au courant, officiellement. Euh, c'est trop marrant parce que, enfin, alors, faut savoir que moi, j'ai pas un parcours typique au niveau de mon orientation sexuelle, c'est-à-dire que je sais pas trop pourquoi, mais j'ai toujours très bien accepté. Enfin, j'étais même plutôt content parce que quand j'étais ado, je voulais être différent des autres et du coup, j'étais content d'être différent des autres. Mais du coup, là, avec le TDA, j'ai l'impression de enfin comprendre tout ce que les homosexuels, enfin, ressentent, quoi. Enfin, c'est-à-dire, pendant des semaines, j'étais à, à batailler avec moi-même. Enfin, Mm. j'étais un peu dans le déni, à me dire, mais non, mais c'est pas possible. Et puis si, en fait, maintenant, ça expliquerait bien des choses. Mais comme les mecs dans les films, quoi, les Ouais. séries. Enfin, j'avais jamais compris ce truc du coming out, et là, j'avais enfin l'impression de le comprendre en tant que neuroatypique, quoi. Et j'ai vraiment passé par toutes ces étapes, quoi. Et je pense qu'aussi, j'ai beaucoup de psychophobie intériorisée. Euh,
Ça, parce que j'ai toujours eu un peu peur, effectivement, de mes problèmes de santé mentale, en fait. Donc, ouais, c'est marrant, on peut faire beaucoup de parallèles. Et du coup, t'avais peur de la réaction de tes proches, enfin, à part ta mère qui accepte toujours pas, t'avais peur vis-à-vis de tes amis et tout ça Alors, la professionnelle qui m'a diagnostiqué, je pense que comme elle connaît très bien le profil des TDAH, elle m'a dit que vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Ma belle TDAH. Non, en fait, du coup, le fait heureusement elle m'a briefé avant, elle m'a dit, en fait, bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, ça peut, au travail, vous le dites pas forcément, ça peut être une carte. Mais en fait, elle m'a vachement encouragé à le garder pour moi, ce qui a interrogé mes proches aussi, enfin, certains de mes proches. Enfin, mon ex, notamment, qui est une meuf trans, elle m'a dit, mais c'est vachement bizarre, elle, enfin, elle t'a, enfin, elle t'a dit de garder ça pour toi, quoi. Mm. Et elle dit, c'est pas anodin, enfin, ça, moi, j'avais jamais réfléchi comme ça, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est un peu comme si on m'avait dit d'être discret sur le fait que je suis gay, enfin, c'est vrai que c'est particulier. Et, ouais, donc du coup, elle m'a briefé très vite en me disant, surtout pas le dire à la terre entière. Donc du coup, j'ai mis des restrictions sur mon réseau pour pas que ce soit tout le monde. J'ai mis juste sur mon réseau social privé, ce qui était déjà peut-être une cinquantaine de personnes. Et j'ai hurlé, je suis TDAH. Et, au début, j'étais trop enthousiaste parce que je me disais, en fait, voilà, c'est cool, ça règle les choses, la question, quoi. En fait, c'était vraiment que le début, quoi, et ça n'a rien réglé du tout. Enfin, mais là encore, je suis de toute façon toujours aussi embrouillé, hein. Enfin, je suis toujours pas très au clair là-dessus. Mais c'est marrant, la première réaction des proches, enfin, donc ma mère, la première, mais aussi les autres, c'est de dire, mais non, t'es pas TDAH, enfin, t'as pas de troubles mentaux, quoi. Ouais. Et je sais pas. Il y a des gens, enfin, en même temps, avant, il y a des gens qui me disaient que j'avais l'air autiste. Donc je me dis, ça devait se voir depuis toujours. Et puis je repense à des choses, et je me dis, ouais, ça devait se voir depuis toujours. Enfin, vu que je faisais des trucs bizarres et que je disais des trucs bizarres. Et, en même temps, c'est peut-être le fait d'avoir overcompensé, ça fait que des gens l'ont pas vu. Ouais. Le fait aussi de me persuader que j'avais une identité de valide, ça a influencé aussi les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai su, j'étais vachement aussi self-conscious à propos de ça. Je pense que du coup ça se voit peut-être plus parce qu'en fait j'y pense tout le temps. Je me dis, oh là là, mais je suis TDAH. Et du coup, alors que je pense qu'à l'époque où je savais pas que je l'étais, c'était peut-être moins évident parce que j'avais plus d'assurance, parce que ça camouflait les choses, quoi. Ouais, du coup, là, comme t'es encore en train de digérer, ça mouline et ça. Du coup, t'es plus transparent, entre guillemets, aux yeux des gens. Enfin, ta vraie personnalité est plus est plus visible, quoi, au niveau des autres. Alors, je me vois pas de l'extérieur, donc je peux pas voir du tout s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a une transformation. En tout cas, mes proches m'en parlent pas, enfin, me disent pas. C'est juste que là, dans le cadre de mon métier, par exemple, j'ai des stagiaires, notamment des stagiaires neuroatypiques. Et il y en a un, enfin, donc qui a Asperger, et donc par coquetterie, je lui dis, bon, tu sais, tous les gens ne le savent pas, mais moi, je suis. Il me dit, ah bah ouais, c'est flagrant. Hop, tout de suite. Et dit, ah ok, bon. Moi, mon psy, il a rigolé quand j'ai raconté ça, il m'a dit, bah ouais, c'est comme si vous lui aviez dit que personne ne savait que vous étiez gay. Mon psy était un peu en plein claquage parce que c'était les fêtes et il était fatigué. Mais ce qui est super cool aussi, c'est que j'ai rencontré une stagiaire qui est neuroatypique et qui a aussi un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et c'était super cool. Je pense que ça m'a vachement aidé parce que j'étais en pleine crise cette rentrée. À me demander est-ce qu'en fait je peux encore exercer ce métier en étant en fait en ayant des troubles mentaux. Et là, le fait d'avoir en fait une apprentie qui a ce trouble mental et qui est compétente, je me disais ah oui mais en fait
là, j'ai au moins quelqu'un d'autre pour me prouver que c'est faisable, quoi. Et ça m'a vachement rassuré, ouais. Donc Ouais. enfin, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Et puis c'est vrai qu'on... Là, ça commence à changer, mais c'est vrai qu'on a grandi, enfin, dans une société où on l'a dit, où la santé mentale, c'était vraiment quelque chose de tabou et que les troubles mentaux, ça fait peur à beaucoup de monde. Enfin, il y a quand même des gens qui pensent encore que les hôpitaux psychiatriques, c'est comme dans ceux qu'on voit dans les films d'horreur. Enfin, voilà le truc, les électrochocs, et du coup, ouais, je pense que ça fait peur parce que c'est inconnu et qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui tournent là-dessus. Et ouais, et du coup, mais du coup, qu'est-ce que tu recommanderais à si t'avais quelqu'un devant toi qui avait le même trouble? Qu'est-ce que tu lui dirais, enfin, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire si jamais, voilà quoi. Ah, oula, je sais pas trop. Par exemple, je suis pas encore médicamenté, par exemple. Donc je saurais pas dire enfin, si c'est bien ou pas. Euh, euh, je suis très partagé parce que j'ai des échos très différents d'une personne à l'autre. Mm. Il y a des personnes qui m'ont dit que ça avait changé leur vie, enfin de prendre de la Ritaline. C'est les médicaments qui aident à se concentrer. Euh, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah en fait, il y a eu le feu chez moi et j'aurais jamais appelé les pompiers si j'avais, enfin si j'étais pas sous médoc. Ah oui. Il m'a dit, il m'a dit j'aurais décroché le téléphone. Et là, en fait, il m'a dit, bah ouais, je pense que j'ai appelé les pompiers, mais parce que j'ai été sous médoc, quoi. Enfin, j'étais capable de me concentrer là-dessus. Euh, c'est un exemple un peu extrême, mais voilà, on m'a dit ça, par exemple. Il y a un autre mec qui m'a dit, ben, en fait, moi, euh, ben, comme j'ai des problèmes d'addiction, ben, Ouais. en fait, mon addictologue, elle me met aucun médicament. Et en fait, ça se passe bien. Donc voilà, il y a toutes sortes d'expériences. Je pense qu'à un moment donné, je vais finir par. Enfin, quand l'hôpital va me prendre en charge, parce que là, le truc, c'est que je suis maintenant sur liste d'attente pour être pris en charge par le Ouais. médecin spécialisé en VIH. Mais quand elle me verra, bah, je pense que la question elle va se poser et peut-être qu'il faudra que j'essaye à un moment donné, effectivement, les médicaments. En tout cas, j'ai l'impression que c'est beaucoup la question qui se pose quand. Alors, ouais, je t'avais dit avant l'entretien, quand tu m'avais demandé de quoi on allait parler, que je pouvais penser aussi à peut-être des séries. Et Mm. je pense qu'il y en a deux principalement qui sont sur Netflix. Ouais. Alors c'est marrant, c'est deux femmes, donc deux réalisatrices. Euh, alors il y en a une, c'est qui a créé Crazy Ex-Girlfriend, qui est assez connue, je crois. C'est Rachel Bloom, c'est ça. Donc c'est assez didactique. C'est une espèce de comédie musicale. Donc il y a des chansons à chaque épisode. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait l'héroïne elle est amoureuse, enfin de son ex, et du coup c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, Crazy Ex-Girlfriend. En fait très vite ça revient sur le sujet de la santé mentale. Enfin, il finit par y avoir un gros changement d'angle. Au début on est un peu dans ce monde idéalisé qu'elle a, avec des chansons et des couleurs. Et puis très vite, en fait, elle fait une chanson sur laquelle elle a un diagnostic. Elle est trop contente d'avoir un diagnostic, donc elle fait la rumba dans la rue avec plein de gens. Voilà. À un moment donné, aussi, elle fait une chanson sur le fait qu'elle a ses médocs, elle est trop contente d'avoir ses médocs. Enfin, c'est très comme ça, c'est très pédagogique, on va dire. Enfin, alors, moins évident, mais je crois que je l'aime beaucoup, c'est une humoriste qui s'appelle Maria Bamford, et qui a fait Lady Dynamite sur Netflix aussi. C'est moins connu, parce que je pense que c'est plus difficile peut-être d'accès. C'est très chaotique, euh, surtout la première saison. La deuxième peut-être elle est plus facile pour rentrer dedans. Donc c'est une humoriste qui parle en fait du fait juste d'être une humoriste avec une mauvaise santé mentale quoi. Enfin Mm. elle se fait un peu porte-parole du coup de ça. Et elle parle des fois de choses un peu cruelles du fait que à un moment donné elle a une amie qui est dégueulasse avec elle. Et son mec, parce qu'à un moment donné, elle a fini par se trouver un petit ami, lui dit mais pourquoi tu laisses ton ami te parler comme ça? Elle dit ah non 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 non, mais quand t'es neuroatypique, t'as pas le choix en fait, tu fais avec les amis que tu as. Hein. C'est vraiment l'humour de Maya Bamford, c'est hyper cruel, mais et en même temps c'est vrai que c'est hyper vrai. Des fois on accepte vachement de choses parce qu'on dit mais les autres m'acceptent comme je suis, donc je Mm. suis obligé en contrepartie d'accepter enfin, plus quoi.
Mais après, je sais, pour revenir sur le sujet des médicaments, euh, je sais parce que je prends des anxiolytiques et je sais que on m'a expliqué que les effets des médicaments, donc je pense que ça doit être aussi le cas pour ce médicament-là, puisque à mon avis, que certains médicaments avaient plus ou moins d'effets sur les autres, en fait, selon ton organisme, selon... donc, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi certaines personnes TDA ne supportent pas les médocs, tandis que d'autres, ça leur change vraiment la vie, Ouais. quoi. Parce que moi, je sais que... Ah, c'est ça, malheureusement, c'est la pochette surprise en fait. C'est pour ça que mm, j'appréhende encore le moment où je vais pouvoir essayer. Ah, je crois que ça a coupé. Ouais. non, ça... Ouais, oui, je disais, pardon. Non, non, t'inquiète. Bah oui, j'apprends le moment où je vais essayer parce que ça va être la loterie. J'ai aucune Mm. idée de comment mon cerveau va réagir en fait. Et donc j'ai un peu, enfin j'ai hâte à la fois que peut-être de trouver une solution, puis en même temps un peu la peur que ben ce soit une déception et qu'il se passe rien quoi. Enfin que j'ai pas vraiment de résolution à mon problème. Après, le truc, c'est que as quand même... t'as 30 ans, t'as quand même vécu avec ça, enfin... T'as trouvé des moyens de substitution pour vivre avec. Donc Tout à fait. après, il est peut-être possible de s'en sortir sans médicaments. Après, c'est... Parce que je sais que les gens qui surcompensent, des fois, ça se voit presque pas, quoi. Enfin, Après, ce que on disait avec mon psy, il y a la problématique en fait de la performance. Donc j'ai un gros problème avec ça. Je pense peut-être parce que, comme je le disais, depuis tout petit, en fait, enfin, donc il y avait des grosses attentes par rapport à moi. Donc j'ai toujours été dans la performance à plein de niveaux, que ce soit dans la vie amoureuse ou dans le travail. Là, ça s'est vachement accentué. Et là, je pense que le choix qui va... Enfin, le psy m'a dit, mais attention, les médicaments, ça va pas être pour vous aider encore dans votre performance, quoi. Ça va pas pour aller encore plus loin, quoi. C'est pour vous reposer. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, effectivement, en fait, le choix qui va se poser, c'est plutôt est-ce que je vais pas en fait plutôt démissionner de quelques jobs parce que j'en ai plusieurs en fait et pour parce qu'en fait j'arrive pas, j'y arrive pas quoi. Et en fait le choix peut-être c'est plutôt en fait d'arrêter de cumuler les fonctions pour arrêter d'être fatigué. mm. Pas forcément prendre des médicaments pour être plus performant. Mais du coup, Là, je sais pas si j'étais très clair. Ouais, mais du coup, pour la question des plusieurs jobs, tu exerces plusieurs jobs parce que tu es obligé financièrement ou parce que c'est un moyen de te stimuler, de rester actif Alors je sais pas, je pense que j'avais jamais pensé au fait qu'effectivement il pouvait y avoir l'aspect hyperactif. Euh, Ce qui s'est passé, c'est un peu difficile à démêler, il y a plein de choses. Je sais qu'en tout cas au départ, enfin, ce qui revient le plus, que je raconte souvent aux gens, c'est qu'il y a une grosse recherche de validation. Hmm. Je travaille dans un domaine très féminin, où il y a beaucoup de collègues femmes. Et à un moment donné, je me rappelle, on avait une réunion il y a quelques années entre collègues, et elles parlaient toutes d'une collègue qui était absente, en disant ah ouais, mais elle est trop forte, elle fait trop de choses, ah là là, mais elle voit vraiment une journée après l'autre parce qu'elle a tellement de choses, elle fait tellement de choses qu'elle ne peut pas faire autrement. Et moi, je me disais à ce moment-là, mais je veux qu'elle parle de moi comme ça. Et j'ai tout fait pour, du coup, j'ai fait comme en fait cette collègue, j'ai accumulé du coup plein de missions, plein de, en me disant bah voilà du coup ça fera que je serai aimé, je serai Hmm. validé, accepté, sauf qu'évidemment au jour d'aujourd'hui ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai pas du tout en fait trop cette acceptation, au contraire, enfin plutôt j'imagine que c'est dû au fait que je sois un homme et c'est normal, mais effectivement ça doit être récurrent du coup que je passe devant pour des promotions alors qu'en fait je suis un des rares mecs dans ce domaine quoi. Ouais, mais après, que tu sois mec ou pas, enfin, c'est les compétences et le travail que tu fais. Enfin, Après en étant politisé, je pense qu'on peut pas non plus nier.
Oui, après, oui, c'est Euh, peut-être je pense que, aussi... enfin, je pense que je suis compétent. Oui. C'est aussi quelque chose sur lequel je me pose beaucoup la question. Euh, et cette année, j'ai décidé, enfin, là où j'ai enfin trouvé un peu la réponse, c'est quand je me suis dit, alors j'apporte quelque chose. Parce que je suis gentil, par exemple, avec les stagiaires. Souvent, mes Mhm. collègues crient dessus. Et alors, je dis, bon, moi au moins, j'apporte cette patience, cette gentillesse. Donc, finalement, c'est ça ma compétence. J'apporte quelque chose à l'équipe dans ce sens-là. Voilà, parce que je me posais la question, effectivement, est-ce que je suis compétent ou pas je savais pas trop, quoi. Des fois, c'est difficile à dire. Je me dis, non, mais au moins, toi, t'es gentil. T'es gentil aussi avec ceux qui sont différents, ceux qui sont neurotypiques, ceux qui peuvent être entre ces entités, parce qu'il y en a aussi. Je sais qu'il y a des collègues, elles pourraient pas. Elles gèrent pas parce qu'en fait, ça leur fait peur. Et je suis content que du coup, les jeunes, ils tombent sur moi et pas sur elles, quoi. Et, je sais plus ce qu'on disait. Euh, ah oui, non, mais par contre, malgré tout, il ne faut pas nier, effectivement, que franchement, le premier truc que je me suis dit, quand j'ai eu une super promotion, en fait, l'année dernière, c'est un mec blanc hétéro qui m'a appelé pour me le dire. Mm. Et le premier truc que je me suis dit, c'est, bah, il m'a choisi parce que je suis un mec. Ouais. C'est vraiment le truc que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, tu le mérites pas parce que t'as sûrement choisi juste parce que t'es un mec, en fait. Parce qu'à force de traîner dans les milieux militants féministes, ben, c'est difficile de pas le voir, en fait. Enfin, Mm. c'est juste ce genre de truc. Donc, Ouais. voilà ce que je pense. Ouais. C'est vrai que de ce point de vue-là, on peut quand même ouais, se poser la question. Mais après, faut pas non plus te remettre en question toi. Enfin, mais du coup, est-ce que cette remise en question sur tes capacités, cette volonté de te faire bien voir, enfin, entre guillemets, enfin, voilà, c'est quelque chose qui a toujours été ou ça s'est aggravé, enfin, entre guillemets, aggravé avec le diagnostic parce que justement, tu t'es dit, bah, j'ai un trouble mental, du coup, je suis moins bien que les autres et du coup, il faut que euh, que, que je montre que je vaux la peine d'être là, en fait. Alors, je pense qu'au contraire, le diagnostic, ça a plutôt guéri des choses. Enfin, maintenant, je prends du recul sur mes comportements. Euh, et du coup, bah, enfin, par exemple, lever le pied sur le travail, je pense que j'aurais jamais pu y penser, à l'envisager, si j'avais pas été diagnostiqué. Euh, Mon rapport aux autres il est très paradoxal parce que il y a toujours eu cette envie, effectivement, d'être aimé. Et en même temps, j'ai toujours un peu rejeté avant d'être rejeté, quoi. Mm. Enfin, je te disais, quand j'avais 14 ans, j'étais trop content d'être gay parce que je me disais, bah super, comme ça, enfin, je suis pas comme les ploucs, quoi. Enfin, je suis pas comme. Parce que j'ai grandi dans zone rurale. Je me disais, bah, je suis différent des autres, etc. Euh, et enfin, je me tenais beaucoup à l'écart, je lisais toujours dans mon coin, j'étais. Pareil, après, quand j'ai commencé les études, j'étais très sarcastique. Donc, je me rappelle ma première année, mes camarades me détestaient, en fait. Mais c'est pas que c'était pas méchant, mais c'est vrai que j'étais souvent ironique. Et je me rendais pas compte. Après, j'ai fait plus d'efforts quand j'ai réalisé pour me faire accepter. Mais il y a toujours un peu, effectivement, entre-deux. À la fois, ce truc de bah, je suis queer, je suis différent, vous devez faire avec. Et puis, il y avait ce truc, effectivement. Mais en fait, je veux rentrer dans la norme parce que je souffre d'être différent. Et là, je pense que c'est plus lié au fait que j'étais neuroatypique, en fait. Enfin, Mm. je pense que c'est ça aussi, le fait d'être queer, ça a brouillé les choses parce que je me suis dit, ben, si je suis différent, c'est parce que je suis gay. Ouais. Et en fait, du coup, si les gens l'acceptent pas, c'est de l'homophobie. L'homophobie, c'est pas bien. Donc, du coup, c'est plus facile de s'imposer et de se dire, ben voilà, vous devez vous adapter. Que si, en fait, je pense, j'avais été diagnostiqué très tôt, neurotypique, j'aurais peut-être pas, ça aurait peut-être pas été la même chose. Je sais pas. Mm. Mais je pense que maintenant, ça me fait du bien, en tout cas, de le savoir. Ça me permet de déconstruire des choses. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de la Mhm. question. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Euh, ben, pour la note finale, la conclusion, pour montrer un peu la relation particulière que je peux avoir avec ma mère, elle m'a bien mis le couteau Là où ça fait sous mal? les... Comment? Là où ça fait mal ou... Ouais, en me disant, bah tu sais quoi, je crois que moi j'ai fini par le deviner en voyant tes partenaires. Ah,
Et pourquoi qu'est-ce qu'ils avaient de si particulier tes partenaires? C'est... C'est vrai que finalement, avec le recul, on pourrait se dire qu'ils étaient tous les trois, en tout cas, un peu neurodivergents. Ah, Euh, et, euh, mais enfin, je trouve que c'est particulièrement, comment dire, mal placé oui. pour mes partenaires, pour moi. Ouais. Je vois que ma mère, elle est un peu autiste en fait aussi, parce qu'elle dit beaucoup tout ce qui lui passe par la tête sans réfléchir. Ouais, elle a pas de filtre. C'est... Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Ah ben, merci, avec plaisir. Comme je te dis, j'avais envie de m'y mettre aussi donc, au podcast, donc c'est trop cool d'avoir expérimenté ça une première fois avec toi. Moi aussi, j'espère que ça ne t'a pas déçu Pas et du tout. que tu as passé J'ai un pas bon beaucoup moment. dormi parce que j'étais hyper stressé. Ah, d'accord. Puis finalement, c'est genre 1 heure avant, j'ai eu de nouveau un regain d'énergie. J'étais content de le faire, de faire le plus de ma journée. Bah, j'espère que t'es toujours aussi contente de l'avoir fait et que ça Ouais, te... si toi tu es content, enfin j'espère. Bah oui. C'est cool. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir répondu aux questions, surtout sur le TDA qui est pas très connu. Enfin, moi, en tout cas, je connais pas trop. Donc, Non, bah avant je ne sais pas non plus, ouais. Je te confirme. j'espère, bah, peut-être que ça peut aider les gens aussi de parler de De ça. se reconnaître, ouais, Et d'accord. c'est pour ça aussi que j'ai monté ce podcast. Du coup, merci beaucoup à toi et bonne journée, du coup. À bientôt, À peut-être. bientôt.